peux vous parler de gastronomie, d'astrologie, d'emploi. Quel est le point commun entre ces trois domaines? Je dirais que c'est la répartition. Le fait de pouvoir subdiviser en un nombre illimité quasiment de possibilités un ensemble qui a priori est d'un seul tenant. Comment faire de l'un du multiple? C'est le problème de la multiplication des pains, si on veut, pour parler comme dans l'Évangile. Je commencerai par la gastronomie, qui me paraît toujours une bonne forme de parabole, de matrice. Je comparerai la façon dont on reçoit les gens en Israël et en France. En Israël, pas de problème pour recevoir du monde. L'hospitalité, c'est bien simple finalement. On sort du frigo des salades, du houmous, un peu de charcuterie, cachère, et on répartit ça entre les invités. Les Italiens, ils font pareil. Ils ont des pâtes. Il y a des gens qui arrivent, pas de problème. On fait des pâtes et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. C'était bien cette formule. En France, c'est un peu différent. En tout cas, ça l'était. Parce que les gens, ils mangeaient des choses d'un niveau un peu plus élevé. Par conséquent, ils avaient, par exemple, ils achetaient 5 steaks. Les 5 steaks, voilà, il fallait on ne pouvait pas inviter quelqu'un, par hasard, par surprise. Il ne pouvait pas y avoir un invité surprise. C'est toute la différence. Je pense que dans les pays de l'Est de l'Europe, c'était un peu la même conception de l'hospitalité comme ça. On n'a pas grand-chose, mais on en donne à tout le monde. Ça ne vaut pas grand-chose d'ailleurs, mais comme ça tout le monde en a. Ce qui fait la qualité de la gastronomie française, c'est pas tellement les restaurants, c'est la façon dont les gens se nourrissent chez eux, dans leur famille. Là, il y a une qualité qu'on n'a pas ailleurs. Donc cette notion de gastronomie, elle est un petit peu fausse parce que on juge, n'est-ce pas, la gastronomie du dimanche. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est comment les gens mangent quotidiennement et que le niveau de leur alimentation. Les femmes, les mères, n'ont pas trop de scrupules à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait pour tout le monde et que les gens, ils en aient beaucoup. Ça ne vaut pas grand-chose, mais on en a beaucoup et ça prend du temps. Et il faut prendre du temps pour manger, c'est bien. On grignote. On va pouvoir grignoter un paquet de biscuits pendant 1 heure. Alors que un fruit, ça se mange, ça prend quelques minutes. Ça ne se grignote pas un fruit. Et donc il y a toute une philosophie derrière tout ça, qui est de répartir le gâteau entre un maximum de gens. Ça vaut aussi pour l'emploi d'ailleurs. On prend une activité et on subdivise, pour que cette activité qui aurait pu éventuellement être faite d'une seule personne puisse être répartie entre 20 personnes, 100 personnes. C'est une conception de la société. Alors passons à l'astrologie. Je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, surtout pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'astrologie. Mais le problème est un petit peu le même.
C'est ce qui fait passer d'ailleurs du monothéisme au polythéisme. Pourquoi un seul Dieu serait employé quand on peut en employer 10 ou 20 ou 30 dieux? Pourquoi ne pas découper la divinité en un maximum d'avatars, un maximum de délégués, de responsables? Quitte à diluer, bien sûr, la responsabilité, comme on le dilue d'ailleurs en cuisine. On rajoute un petit peu de farine. Vous prenez par exemple une omelette, vous avez une omelette pour 3 personnes, vous mettez de la farine, ça vous donne une omelette pour 10 personnes. On rajoute quelque chose. C'est une philosophie de répartition de la quantité aux dépens de la qualité. Et la qualité aux dépens même de l'efficacité, disons. Au dépens de l'efficience même du produit. Quand un produit est très dilué, il n'a pas forcément beaucoup de capacité. Alors, pourquoi l'astrologie? Parce que l'astrologie, je vous l'ai expliqué, on répartit entre 7, 10 dieux, 10 planètes qui ont des noms de dieux, aujourd'hui en tout cas. La nature humaine, on la répartit, comme ça on la subdivise en un certain nombre de dieux. Et chaque dieu aura comme ça un emploi. De la même façon, dans une entreprise, on peut aussi multiplier le nombre de postes. Dans un gouvernement aussi, on peut multiplier le nombre de ministres, de sous-secrétaires, de secrétaires d'État, etc. On peut multiplier par 4, par 12, quelque chose. Il faut avoir un certain talent pour ça, d'ailleurs. Ah oui. Comment on fait pour diviser, subdiviser les choses? Pour que tout le monde ait sa part et sa portion. Et après, évidemment, il faut reconstruire tout ça. Il faut réunifier, il faut recentrer. Il faut revenir à une certaine qualité des choses, plutôt qu'à la quantité. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais alors à ce moment-là, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage, qui vont se retrouver sans emploi, ou qui n'auront rien à manger, puisqu'on n'aura pas assez de nourriture pour tout le monde, puisqu'on n'aura pas voulu faire une nourriture quantitative, comme ça, ou à base de produits de basse qualité. Ah, on peut nourrir un régiment entier avec des kilos de patates ou des kilos de pâtes. Ça, c'est clair. Ou de farine. C'est merveilleux de pouvoir, comme ça, satisfaire tout le monde. Tout le monde aura son petit morceau de quelque chose. Il y a là un modèle économique derrière tout ce comportement. Un peu de pouvoir pour tout le monde. C'est le principe du vote. Qu'est-ce que c'est qu'une élection? C'est quand on délègue à des millions de gens ce qui pourrait être délégué à quelques personnes. Quand on nourrit des centaines de personnes avec un produit qui normalement était fait pour 10 personnes, mais qu'on a mélangé avec d'autres choses, n'est-ce pas? On a mélangé un peu de viande hachée avec de la purée, ça fait du hachis parmentier. On a mélangé un peu de spaghetti avec un peu de sauce tomate et un peu de sauce de viande hachée, ça fait, voilà, etc. Il y a un talent qui permet de
de nourrir, de remplir des tas de gens. Pourquoi devrait-on nourrir que quelques personnes, alors que avec ce qu'on leur donne à ces quelques personnes, on peut en nourrir 100 fois plus, en rajoutant un peu de sauce, en rajoutant un peu de farine, en rajoutant un peu de patates, en rajoutant un peu de riz, etc. Là, il y a deux conceptions de la société. Soit on voudrait que tout le monde soit très mal nourri, tout le monde. Soit ben, il y a les gens qui doivent être bien nourris, je ne parle pas seulement sur le plan alimentaire, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'emploi, qui fassent des choses intéressantes. Et puis les autres, ben, on leur demanderait rien à la limite. Enfin, il faut quand même les nourrir. Alors il y a des gens qui vont dire, mais non, écoutez, voilà, on va interdire la viande, comme ça sera encore mieux. Personne ne pourra manger de viande, etc. etc. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, on pense au jugement de Salomon. Vous savez, ces deux mères, une qui a perdu son enfant, l'autre qui ne l'a pas perdu, et qui vont se retrouver devant le roi. Et le roi essaie de savoir ce qu'il en est, parce que chacune dit que l'enfant, parce que ce sont des enfants très jeunes, que l'enfant qui est survivant, c'est son enfant. Alors le Salomon trouve une astuce pour que les masques tombent. Il dit, bon, bah écoutez, on va, puisque vous réclamez tout l'enfant, on va couper l'enfant en deux, et puis comme ça, chacun aura sa part. Et là, c'est la vraie mère qui dit, non, 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 laissez l'enfant à l'autre femme. Et l'autre femme qui dit, non, non, on peut couper en deux. Et elle s'est trahie de cette façon. Donc, couper, découper, diviser, subdiviser, répartir, distribuer, diffuser, tout ça, c'est une philosophie qui est quantitative, qui multiplie les cas de figure, qui multiplie les responsabilités, qui les dilue, et parfois ça marche, jusqu'à un certain point ça marche. On peut demander à 100 personnes de faire le travail d'une seule personne, pourquoi pas. Comme on peut demander à un orchestre entier de faire le travail d'un seul pianiste, pourquoi pas. Et puis, à un certain moment, ça ne marche plus, ce genre de choses. Et ça, c'est un problème cyclique. Ça ne marche, ça s'épuise. Ça s'épuise, on ne peut plus. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je l'ai dit tout à l'heure. Parce que ce n'est pas une vraie nourriture. Parce que les gens sont malades avec ça. Parce que s'il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux, à la fois physiologiques, sociétal, etc., ça dysfonctionne. Donc il faut arrêter. À ce moment-là, il faut revenir à la matrice, c'est-à-dire à la source, à quelqu'un qui peut faire les choses correctement, tout seul, qui n'a besoin de personne d'autre, qui n'a pas besoin de déléguer, qui n'a pas besoin d'être aidé par qui que ce soit, et qui peut créer des choses, qui peut produire des choses nouvelles, qui peut entreprendre. Et puis à d'autres moments, on va à nouveau dire, ah ben non, celui-là, il a tous les pouvoirs, il concentre tout le pouvoir, c'est pas supportable, allez hop, on va répartir, on va rediviser, on va subdiviser, et ainsi de suite, comme ça, la roue tourne. D'ailleurs, je trouve ça tout à fait normal, ça, c'est une logique, mais il faut la connaître, cette logique, il faut savoir comment ça fonctionne. Personnellement, c'est vrai qu'il y a des moments où les gens sont tellement pleins de bonne volonté, ils veulent tellement servir à quelque chose, que, ben oui, on va créer des équipes, on va répartir les rôles. Vous voyez, par même l'équipe de football, c'est déjà une équipe. On dit il est tout seul, etc. Non, oui, alors l'équipe, c'est ça, il faut que il y ait le lié gauche, le lié droit, le demi, machin, l'avant, le goal.
Voilà. Il s'agit de créer des équipes là où, à un moment donné, on pourrait n'avoir qu'une seule personne. Pourquoi? Parce qu'une seule personne qui fonctionne bien, qui a qui est en pleine possession de ses moyens, elle peut tout à fait abattre le travail, même beaucoup plus, beaucoup mieux, que tout un groupe. C'est le personnage du héros qui tient tête à toute une équipe, à toute une société, à tout un milieu. Et c'est toujours cette fameuse dialectique comme ça, entre le un et le multiple, le monothéisme et le polythéisme. L'homme providentiel, le Christ, Dieu, etc. Et puis le troupeau, la foule des fidèles, la foule des ouailles. Jean-Jacques Rousseau, que je suis en train d'étudier de près actuellement, a parfaitement défini la sensibilité féminine. Là, je suis en train de lire, enfin, Émile ou de l'éducation, mais en fin de compte, c'est pas le plus intéressant pour moi, c'est le contrat social, c'est les confessions. Rousseau était quelqu'un de très féminin, finalement. C'est pour ça qu'il comprenait très bien le peuple et qu'il se méfiait du souverain, de l'homme, du roi. Et dans ses confessions, il dit lui-même qu'il veut s'épancher comme personne ne l'a fait avant lui et comme personne ne le fera après lui, dit-il dans ses premières lignes. Un peu, je cite approximativement. Donc, pour moi, Rousseau est la clé pour comprendre le féminin. Un philosophe homme, mais la nature a fait que cet homme percevait, sans dire que c'est le féminin, mais tout ce qu'il disait représentait quelque part la sensibilité féminine. Comme aucune femme ne l'a fait. C'est ça le paradoxe. Donc, Rousseau, étudier le contrat social, étudier tout un ensemble d'œuvres qu'il a laissées, le discours sur l'inégalité, etc. Tout ça, ça permet de donner une étoffe, de donner un contenu à tout ce que je dis sur le féminin. Autrement dit, mes travaux sur le féminin me permettent de comprendre le personnage de Rousseau. Et dans l'ouvrage que je prépare actuellement, je vais certainement consacrer à Rousseau pas mal de pages, parce que justement, je pense trouver chez lui tout un ensemble de discours qui sont très éclairants pour comprendre la psyché féminine.